Bonjour à tous, voici une version vidéo de mon cours. Alors c'est un cours dans lequel je vais présenter les notions de base de la programmation orientée objet. C'est un cours que je donne ici à Bordeaux à mes étudiants de master première année. Donc au niveau des prérequis, ça demande de connaître un petit peu la programmation quand même. Pas trop l'objet parce qu'on va couvrir les notions très rapidement. Voilà, j'ai fait ça avec les moyens du bord, donc soyez indulgents, hein, si jamais il y a quelques petits couacs, c'est un petit peu normal, c'est une première pour moi. Et puis surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Allez, on démarre? Ok, on va commencer ce premier volet sur la programmation orientée objet. Donc, pas beaucoup de besoin de prérequis pour ce cours. Il faut quand même savoir programmer et avoir quelques notions d'algorithmie. Allez, on démarre. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, on va voir les principes de la programmation orientée objet. Et alors, je définirai de suite les principes d'un objet. Qu'est-ce qu'un objet? Qu'est-ce qu'il caractérise? À quoi ça sert? Donc, je préfère démarrer par l'objet plutôt que par la classe. La classe, pour moi, c'est une entité de programmation et on verra cela dans les prochains cours. Une fois qu'on aura bien vu ce que c'est qu'un objet, on va pouvoir présenter ce que c'est qu'une application orientée objet. Donc, une application orientée objet, ce n'est qu'un ensemble d'objets qui communiquent entre eux. Et on verra aussi cette notion de main, donc initialisation de cet ensemble d'objets, et comment on gère les interactions avec l'utilisateur, donc clic-souris ou ce genre de choses. Pour terminer, je donnerai quelques notions de conception. Donc conception de l'objet d'abord, avec ces notions d'encapsulation et de responsabilité. Et je donnerai pour finir des notions de conception d'une application orientée objet, avec ces notions de cohérence et de couplage. Enfin, j'illustrerai toutes ces notions sur un exemple. L'exemple que j'ai choisi, c'est celui de Space Invader, que certains d'entre vous connaissent bien. Allez, on démarre de suite avec les principes de base de la programmation orientée objet. Alors, on commence par un objet. Qu'est-ce qu'un objet? Alors l'objet, je le représenterai par cette petite icône-là, que je trouve plutôt sympathique, qui représente un objet dans la machine, donc dans la mémoire, qui s'exécute. Alors, un objet, c'est caractérisé par trois choses. La première chose, c'est son identité. Tous les objets qui s'exécutent dans la mémoire ont une identité. Ça permet d'identifier un objet et de pouvoir, on verra ensuite, communiquer avec lui. Donc moi, je ne vais pas me casser la tête et je vais leur donner des numéros. Voilà, donc celui-là, c'est mon premier objet, c'est le numéro 1. Donc c'est un petit peu comme vous avez votre numéro de sécurité sociale. Il faut savoir que tous les objets dans la mémoire ont un numéro, une identité qui permet ainsi de les identifier de manière unique. La deuxième chose qui caractérise un objet, c'est ses données. Donc chaque objet a sa petite base de données, voilà, ça c'est la petite base de données de l'objet, hein, ces données lui sont propres. Donc vous avez qu'à imaginer qu'il y a une petite base de données, ce n'est pas forcément du relationnel, mais en fait c'est vraiment propre à l'objet. Alors pourquoi un objet a des données? Parce qu'il va réaliser des traitements, il sait donc réaliser ces traitements, et il va proposer ces traitements à d'autres objets, donc il va utiliser ces données pour réaliser ces traitements. Donc on imagine ici que j'ai un autre objet, et cet autre objet va pouvoir demander à mon objet numéro 1 de réaliser le traitement qu'il sait faire. Ok, allez, on démarre par un exemple, l'exemple de la bibliothèque. Donc vous savez tous ce que c'est qu'une bibliothèque, hein, ce qui permet d'emprunter des bouquins et de les rendre. Donc moi je vais considérer que je suis en train de faire une application orientée objet pour une gestion de bibliothèque. Et bien, en fait, cette application, elle est essentiellement constituée d'un seul objet, qui est la bibliothèque. Alors, on a bien vu les trois points importants qui caractérisaient un objet. Donc, le premier point, c'est l'identité. Alors, hop, on l'a vu tout à l'heure, on donne un numéro. Voilà, c'est toujours le même, c'est toujours notre objet numéro 1. C'est la bibliothèque. Ensuite, les données. Alors là, je ne vais pas me casser la tête, je vais considérer que cette bibliothèque a une pile de livres. Voilà, hop. Donc, c'est sa donnée à lui, c'est cette pile de livres, c'est comme ça qu'il s'organise cet objet. Donc, quand on emprunte un bouquin, il sort le bouquin de la pile. Et quand on rend un bouquin, ou quand on ajoute un nouveau bouquin, il ajoute le bouquin dans la pile. Alors du coup, vous l'avez compris, il va proposer essentiellement deux traitements, celui d'ajouter un livre et celui d'emprunter un livre, hein, ce qui veut dire qu'ici, on aura d'autres petits objets qui vont pouvoir demander à mon objet numéro 1, s'il te plaît, est-ce que je peux emprunter un livre, etc. Donc vous voyez voir comment ça marche un peu plus précisément. Qui dit demande de relation de traitement, dit communication. Eh bien, dans le monde des objets, ça c'est très important à noter, en fait, tous les objets communiquent, c'est ce que je montre ici, par échange de messages. Alors, oubliez tout ce qui est appel de méthode ou ce genre de choses, il faut bien comprendre que les objets communiquent entre eux par échange de messages. Et en fait, le message qui est le plus échangé est celui de la demande de relation de traitement. Donc là, vous imaginez, hop, je reviens sur le noir, vous imaginez que vous avez votre objet numéro 1 qui est ici. Ici, c'est un autre objet, je l'ai mis d'une autre couleur pour vraiment montrer que c'est un objet complètement différent, objet numéro 2. Eh bien, ils vont envoyer des messages ici, tac, voilà, est-ce que, s'il te plaît, je peux emprunter un livre? Et on aura une réponse qui sera un autre message, mais bien sûr, voilà, le livre que tu as emprunté.
Ok. Alors zoomons un petit peu plus sur ces messages et plus sur la demande de relation de traitement. Alors, bien sûr, pour pouvoir envoyer un message vers notre objet pour lui demander de réaliser un traitement, il faut avoir son identité. C'est vachement important. Ici, vous avez ces deux objets, je les ai identifiés. Il y a l'objet numéro 1 et l'objet numéro 2. Bien, pour que l'objet numéro 2 qui est ici puisse envoyer un message vers l'objet numéro 1, il faut absolument que dans sa base de données, il dispose de la référence de l'objet vers lequel il va envoyer un message. Ici, la référence numéro 1. C'est un petit peu comme vous, quand vous voulez appeler quelqu'un au téléphone, il faut absolument avoir le numéro de téléphone. Donc c'est ce que j'ai marqué ici, le premier point, connaître l'idée de l'objet qui va réaliser le traitement. Donc ensuite, vous lui envoyez le message, hop, ça c'est fait, ok. Et le message, il doit contenir au minimum le nom du traitement, et s'il y a besoin, des paramètres qui sont nécessaires à sa réalisation, ok. Donc ici, moi, qu'est-ce que j'ai proposé dans mon exemple? Je vais proposer d'emprunter un livre, donc hop, le nom du traitement, donc je n'ai pas la place de tout écrire, je vais simplement écrire emprunt. Et qu'est-ce que je vais emprunter? Je vais emprunter un bouquin, donc comme paramètre, je vais mettre le titre, voilà, Java. Ok? Donc une fois qu'on a fait tout ça, donc le message est envoyé, l'objet numéro 1 va exécuter le traitement et il va retourner la réponse, pas de problème, je t'ai libéré ce bouquin, tu peux commencer sa lecture, donc on reçoit la réponse. Ok? Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans le monde des objets, c'est comme il va y avoir beaucoup de communication, comme il y a beaucoup d'échanges de messages, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les communications sont synchrones. Alors, qu'est-ce que ça veut dire synchrone? Ça veut dire que là, vous voyez, c'est ce que j'ai schématisé ici avec cette petite éclair, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un objet qui s'exécute, d'accord, qui prend du temps du processeur, et en fait, quand il envoie le message, ici, hop, je vais envoyer un message vers cet objet, et bien en fait, il doit maintenant, hop, attendre. C'est l'autre objet qui s'exécute, c'est celui qui a reçu le message qui s'exécute. Et notre premier objet là, donc je ne les ai pas numérotés, donc celui-là, hop, hop, c'est le numéro 1, celui-là, hop, hop, c'est le numéro 2. Donc l'objet numéro 2, vous voyez, il n'a plus le petit éclair, donc il attend. Il attend quoi? Il attend la réponse. Donc quand il reçoit la réponse, à ce moment-là, il peut à nouveau faire quelque chose. Alors ici, on va imaginer qu'il va envoyer un message vers notre objet numéro 3. Celui-là, ça sera le numéro 4. Donc vous avez compris que lorsqu'il a envoyé le message, donc du coup, maintenant, c'est l'objet numéro 3 qui peut s'exécuter, qui va, imaginons, envoyer un message vers l'objet numéro 4. C'est donc l'objet numéro 4 qui peut s'exécuter, et les autres attendent. Donc l'objet numéro 2, l'objet numéro 3 attend. Et donc maintenant, l'objet numéro 4 va envoyer la réponse. Tac, donc hop là, c'est l'objet numéro 3 qui peut maintenant continuer son exécution, qui va lui-même envoyer le message de retour à l'objet numéro 2, qui peut à nouveau faire quelque chose. Donc vous voyez, quand on a une chaîne comme ça, ce que je vais essayer de présenter ici, quand on a une chaîne d'échange de messages, il n'y en a que un, à un moment donné, qui peut s'exécuter. Les autres attendent. D'accord? Et c'est pour ça que, donc j'anticipe un petit peu sur la conception, c'est pour ça qu'on n'aime pas trop ce genre de chaîne quand on fait de la conception orientée objet, parce qu'il y a beaucoup d'objets qui attendent et ce n'est pas forcément optimal pour tout ce qui est de l'efficacité de l'application. Ok, alors on a vu les objets, on a vu qu'ils étaient caractérisés par trois choses, on a vu l'échange de messages, et on peut se poser la question, oui mais d'accord, mais comment on fait pour créer les objets? Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque objet a sa propre usine qui lui permet de créer n'importe quel autre objet. Donc c'est ce que j'essaie ici de représenter avec différentes couleurs. Donc vous avez ici notre objet 1 de tout à l'heure, notre bibliothèque. Et bien chaque objet, donc lui comme les autres, a une petite usine et il peut créer des autres objets. Donc ça, c'est le truc vachement important de savoir. Alors du coup, ce qui est vachement important, c'est que le créateur possède une référence vers les objets créés. Hop, ici, donc je l'ai déjà mis, mais notre référence 1, notre objet référence 1 possède les références vers les objets qu'il a créés. Donc là, imaginez la base de données. Voilà, vous avez les références vers les objets que vous venez de créer. Donc du coup, ça veut dire que vous pouvez automatiquement envoyer des messages vers les objets que vous venez de créer. Ok? Donc si maintenant on a un objet qui est ici, là, hop, 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 et il veut lui envoyer un message vers, bon, on va dire celui-là, hop, le numéro 3. Voilà, hop, j'ai mal fait ma flèche, mais veuillez m'excuser. Mais comment il doit faire? Eh bien, j'espère que vous avez compris, mais il n'y a pas le choix, en fait. Vu que, c'est ce que j'ai écrit ici, vu que, je vais le surligner, vu que les références sont des données, il faut absolument que l'objet qui a créé ces objets les transmette via échange de messages. Donc ça veut dire ici, on ajoute un nouveau traitement par le créateur. Le créateur, c'était l'objet numéro 1, que je colorie ici. On ajoute un traitement qui permet de proposer d'échanger les références.
Donc si ici vous avez un objet tac, 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 5, ok, qui veut communiquer avec l'objet numéro 2 par exemple, il doit d'abord disposer de la référence numéro 1, ça c'est sa base de données ici. Tac. Donc il peut envoyer un message vers l'objet numéro 1, il demande la réalisation du traitement getRef, celui-là lui retourne la référence voulue, par exemple la numéro 2, il stocke alors dans sa base de données la référence numéro 2, et il peut donc, hop, communiquer avec l'objet numéro 2. Voilà. Donc en fait, c'est comme ça que ça marche. Donc vous avez compris maintenant que n'importe quel objet peut créer des nouveaux objets. Mais surtout, une fois qu'on a créé un objet, on possède sa référence, et alors il n'y a pas moyen. Il faut échanger cette référence avec d'autres objets pour que ceux-ci puissent, à leur tour, communiquer avec les objets que vous avez créés. Ok, alors on a vu la création, on a vu l'échange de messages, mais qu'est-ce qu'il nous reste? La suppression. Alors là, il y a deux écoles qui sont marquées ici. Il y a plutôt une école qu'on va qualifier de langage de programmation à la C++. Alors dans cette école, on peut supprimer les objets. Donc ça c'est très important, n'importe qui peut dire à un moment donné, ben voilà, moi cet objet, j'en veux plus, je le supprime. Donc les créateurs par exemple peuvent supprimer les objets qu'ils ont créés, ou les objets eux-mêmes peuvent dire, ben moi c'est bon, j'arrête, je me détruis, je m'auto-détruis. Ok. Alors le problème, lorsqu'on fait ça, c'est qu'il n'est pas impossible qu'on ait d'autres objets qui aient dans leur base de données des références qui pointent vers ces objets supprimés. Okay. Alors comment ça va marcher là? Moi j'ai une référence vers l'objet numéro 3, pas de bol, l'objet numéro 3 il a été supprimé. Et je lui envoie un message, qu'est-ce qui va se passer? Ça va dépendre du langage de programmation, en tout cas ce qui est sûr c'est que ça peut créer des problèmes. D'accord? Donc il faut juste faire un tout petit peu attention à ce genre de problème pour ne pas créer de bugs. Alors la deuxième école, plutôt l'école Java, okay, hop, qui est là. Là, en fait, on ne peut pas supprimer. C'est impossible. On ne peut pas supprimer. On ne peut pas supprimer les objets. Ah, mince. Comment on fait alors? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on crée un objet, on va créer de la place mémoire et puis c'est fini, quoi, elle est perdue à jamais. Alors non, pas tout à fait. En fait, si un objet n'est inaccessible, donc on imagine ici, c'est ce que je vais essayer de dessiner. Vous avez un objet, hop, ça c'est un objet, tac, 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 il s'appelle numéro 1, d'accord? Et là, vous avez plein d'autres objets, tac, 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 tac. Allez, on va en faire 3, histoire de ne pas trop surcharger le dessin. Et ces objets, hop, dans leur base de données, vous voyez, eh bien, il n'y en a aucun qui a l'adresse de l'objet numéro 1. Donc, personne ne peut communiquer vers... Ah, je voulais mettre du rouge. J'ai mis du rouge. Personne... Bon, ça ne marche pas, mon rouge. Personne ne peut communiquer vers l'objet numéro 1. Donc, qu'est-ce qui va se passer, en fait? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que notre objet numéro 1 qui est ici, en fait, rapidement, le langage de programmation va se rendre compte que, il est un petit peu dans les oubliettes. D'accord? Personne ne peut lui envoyer de message. Donc, à un moment donné, il va prendre une décision et dire, bon, ok, toi, écoute, mon petit gars, vu que personne ne peut t'envoyer de message, hop, eh bien, on va te supprimer. Voilà comment ça marche. Donc, ça, c'est le mécanisme de garbage collector. Et c'est comme ça que ça marche, c'est-à-dire que si jamais votre objet, plus personne ne peut y accéder, eh bien, il sera mis complètement aux oubliettes. Ok, on démarre maintenant avec la description d'une application objet. Alors, qu'est-ce qu'une application objet? Ce n'est qu'un ensemble d'objets. C'est ce que j'ai écrit ici. Voilà, une application objet, c'est un ensemble d'objets. Ces objets vont communiquer, on l'a vu tout à l'heure, par échange de messages, mais ils communiquent pourquoi? Eh bien, pour rendre un service à l'utilisateur. Voilà, donc ici, j'ai présenté une application objet avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 objets. Ce ne sont pas les mêmes objets, c'est ce que j'essaie d'exprimer avec ces couleurs. Il y a un objet qui a une usine et qui a construit un autre objet, etc. Et donc, en fait, ces objets vont communiquer, vont exécuter leur traitement pour rendre un service à un utilisateur. Alors, du coup, il y a bien deux choses. Il y a les objets qui font partie de l'application, donc c'est ce que je délimite ici, donc voilà, donc ce sont les objets qui s'exécutent dans la machine et qui font partie de l'application. Et vous avez à l'extérieur l'utilisateur, d'accord? Donc lui, l'utilisateur, le voilà, qui va utiliser le service rendu par l'application. Alors du coup, une fois qu'on a vu ça, il y a deux choses qui nous intéressent. Le premier, c'est comment l'utilisateur peut interagir avec l'application, donc avec ses objets. Comment les objets captent les informations, je ne sais pas, de déplacer la souris, de rentrer un mot dans le clavier, etc. La deuxième chose qui nous intéresse, c'est comment sont construits ces objets. Voilà, comment on démarre. Voilà.
Donc on va voir ça de suite. Alors la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que tout langage de programmation, quel qu'il soit, hein, va proposer un moyen, hein, c'est ce que j'écris ici, pour capter les interactions de l'utilisateur, hein, que ce soit souris, clavier, écran tactile, etc. Il y a toujours un moyen qui permet de récupérer ces informations, et bien souvent, c'est fait par échange de messages. Hein. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un mécanisme, et on ne sait pas bien comment il marche. Alors là, ici, je vais dessiner un nuage pour pas savoir comment il marche. Il y a un mécanisme qui traduit les interactions de l'utilisateur. Alors c'est ce que je présente ici avec une main. Hop là. Il traduit ça par échange de messages. Donc en fait, grosso modo, ça va envoyer un message vers cet objet. Et cet objet, lui aussi, je lui rajoute une main, parce que c'est un objet un peu particulier qui sait recevoir ce genre de message. Donc ça se configure à la programmation. On verra ça dans le cours suivant. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, l'interaction dans l'utilisateur, ce n'est qu'un envoi de message, sauf que c'est pas un envoi de message classique entre deux objets. Hein. On a un être humain d'un côté et de l'autre côté, on a un objet. Et donc du coup, il y a un mécanisme un peu obscur ici, c'est ce que je représente par ce nuage, hein, qui va effectuer la traduction, hein, des événements utilisateurs vers des messages qu'on va envoyer vers ces objets qui, eux, savent récupérer cela et pouvoir les traiter ensuite. Alors le deuxième point qui nous intéresse, c'est comment ça marche au démarrage. Hein. Alors du coup, en fait, on a un objet particulier, hein, qu'on appelle le main, bien souvent, qui lui va construire tous les objets, hein, il construit tous les objets nécessaires au démarrage de l'application. Voilà. Donc ce main, hop, voilà, je l'ai construit ici, c'est cet objet, hop, j'ai mis une petite maison pour bien comprendre que c'est le main. Mais en gros, c'est le même principe que tout à l'heure, hein, c'est une usine en fait. Il va construire tous les objets nécessaires et suffisants pour le démarrage de l'application. Après, ces objets ont leur propre usine et ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, quoi. Alors, du coup, vous voyez aussi que j'ai ajouté, hein, les petites icônes de main qui sont ici, là, qui permettront de dire que ces objets savent recevoir, hein, les événements de l'utilisateur. Enfin voilà, une application orientée objet, franchement, c'est pas plus compliqué que cela. Ce n'est qu'un ensemble d'objets qui communiquent, et après il y a deux notions un peu importantes dans la construction d'une application orientée objet, mis à part, hein, bien sûr, la définition des objets à proprement parler, mais ça on y reviendra encore. Et deux choses importantes, c'est comment sont gérées les interactions avec l'utilisateur. Donc c'est par échange de messages avec des objets un peu particuliers. Et comment ça marche au démarrage? Vous avez encore une fois un objet un peu particulier, le fameux main, qui va tout construire et tout initialiser. Bien, on va commencer maintenant par donner quelques notions de conception. Alors on verra la conception à deux niveaux. D'abord au niveau de l'objet, on va voir qu'est-ce qu'un objet bien conçu, et ensuite au niveau de l'application. Donc on verra les différentes options qu'on a lors de l'élaboration d'une application orientée objet. Alors commençons déjà par un objet. Donc la notion plus qu'importante au niveau de conception d'un objet, c'est l'encapsulation. Alors il faut bien comprendre, hein, on l'a dit, que chaque objet dispose de ses propres données, mais en fait l'objet protège complètement, donc c'est pour ça ici que j'ai mis une petite clé, protège complètement ces données afin de préserver son intégrité. D'accord ? Il n'y a que l'objet lui-même qui a le droit de modifier ses propres données, il n'y a que lui-même qui sait comment sont structurées ses propres données. Ce qui veut dire que si ici vous avez un autre objet qui essaye directement, hein, de modifier les données d'un autre objet, eh bien ça, en principe, le paradigme objet l'interdit, c'est absolument pas possible, pas possible, pas possible. Voilà. On a une grosse croix rouge, donc il n'est pas possible pour un autre objet de modifier les données d'un autre objet. C'est vraiment un des principes de base de la programmation orientée objet. Alors le deuxième principe de base au niveau de la conception d'un objet, c'est la responsabilité. D'accord ? On a vu que chaque objet proposait des traitements, hein, et qu'il allait proposer ces traitements. Donc en fait, vous avez ici d'autres objets, hein, qui sont là, tac, 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 qui vont demander, on a vu par échange de messages, la réalisation de ces traitements. Eh bien, il faut savoir que si jamais un objet propose des traitements, alors il a toutes les données, donc ça veut dire qu'ici, il a toutes les données nécessaires, hein, pour réaliser le traitement qu'il propose. Alors, il n'est pas impossible, hein, que parmi ces données, on ait des références et que cet objet, communique avec d'autres objets. Hein. Ça, c'est tout à fait envisageable. Être responsable, ça ne veut pas dire faire les choses seul. Ça veut dire que vous avez toutes les informations absolument nécessaires et suffisantes pour exécuter le traitement. Alors, illustrons un petit peu ces deux notions, hein, de responsabilité et d'encapsulation avec notre bibliothèque. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, là, ici, j'ai essayé de le présenter avec deux objets, hein, deux objets bibliothèques. L'encapsulation fait que, en fait, on ne sait pas, là, si je suis, moi, utilisateur, donc là, j'imagine que je suis un objet qui va exploiter les opérations, les traitements proposés par ces deux objets. Je n'ai pas du tout possibilité d'atteindre, hein, les données qui sont ici ou là, d'accord ? Donc, en fait, ça, c'est le principe de l'encapsulation, d'accord ? Eh bien, je ne sais absolument pas
comment sont structurées ces données, j'ai pas le droit d'y accéder. Donc en fait, moi, je ne comprends que les traitements. Et donc du coup, ces objets sont responsables, ça veut dire que quand je pose une question à un objet, quand je lui demande de réaliser un traitement, eh ben, je suis sûr qu'il va réaliser ces traitements. Donc là, ici, j'ai deux exemples complètement différents. Et c'est ça aussi la force du paradigme orienté objet, on va pouvoir changer des objets qui proposent les mêmes traitements et qui pourtant sont structurés complètement différemment. Donc voilà, donc là, les deux notions fortes, hein, d'accord, c'est responsabilité et encapsulation. Alors si maintenant on passe au niveau d'une application orientée objet. Donc il y a plusieurs objets, hein, d'accord. Donc s'il y a plusieurs objets, en fait, on a deux alternatives. Hein. Soit en fait on considère c'est pas la peine d'avoir plusieurs objets. On va plutôt faire un gros objet. Voilà, ça c'est notre gros objet qui va proposer plein de traitements. Hein. Ça c'est une alternative. L'autre alternative c'est non, on va plutôt proposer plusieurs petits objets, hein, et chacun va proposer un petit traitement et donc on va avoir une petite base de données. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le paradigme orienté objet, hein, pour les puristes, et j'en fais partie, hein, préfère plusieurs petits objets à un gros. Donc du coup, cette conception-là, on va pas la préférer. Alors pourquoi pourquoi? Parce que c'est relativement simple. Vous avez qu'à imaginer à gauche que vous avez grosso modo un gros objet qui fait tout, d'accord? Ça va être très compliqué déjà de le réutiliser. Hein. C'est comme si vous avez un énorme couteau suisse, vous avez besoin qu'une seule paire de ciseaux, il faut acheter tout le couteau suisse. Hein. Ça peut être un petit peu cher. Premièrement, ça va être difficile à réutiliser. Et deuxièmement, ça va être surtout, c'est ça le point le plus important, ça va être difficile à tester. D'accord? Donc je vais reprendre encore une fois le côté l'illustration avec le couteau suisse. Si jamais vous avez besoin d'une paire de ciseaux un peu particulière et finalement celle que vous utilisez ne marche pas, vous n'avez qu'à tester une paire de ciseaux. Si par contre vous devez tester tout le couteau suisse, vérifier toutes les lames, etc., alors que vous avez juste besoin d'une paire de ciseaux, ça va être beaucoup trop compliqué et vous ne pourrez certainement pas tout tester. Et puis si ça se trouve, le ciseau il marche pas génial parce que vous avez oublié que d'abord il fallait retirer, je sais pas, le tournevis, ce genre de choses. Voilà. Donc du coup on préférera, ça c'est cette notion de cohésion, on préférera des objets beaucoup plus petits, d'accord, et on dit ils forment un tout cohérent, hein, cette notion de cohésion, hein, lorsque grosso modo, alors on va revenir après sur cette définition, mais grosso modo ils ont les données absolument nécessaires et suffisantes pour faire les traitements et que ces traitements entre eux forment un tout cohérent, quoi. C'est pas la conception Big Mac. Alors, le deuxième principe très important est un principe de couplage. Alors du coup, ça vous allez voir que c'est un petit peu à l'opposé de la notion de cohésion. Là, en fait, le couplage dit que, bon, ok, on a compris, les objets vont communiquer, hein, donc ici, cet objet va peut-être communiquer avec celui-là, qui va peut-être communiquer à celui-là, qui va peut-être communiquer à celui-là, mais on va essayer, donc c'est ce que j'essaye d'écrire ici, on va essayer de minimiser les communications. Alors ça, c'est assez compliqué, d'accord. Enfin, surtout, on va minimiser les chaînes, hein, de communication. On l'a vu tout à l'heure, quand on a une chaîne, hein, ce qui est le cas ici, quand on a une chaîne, tac, une chaîne, hein, il n'y en a toujours qu'un seul qui est actif sur toute la chaîne. Et puis, il y a un autre problème, c'est que si jamais vous voulez tester, voilà, moi maintenant, je veux tester celui-là. Ah oui, mais pour tester celui-là, en fait, il faut tester celui-là parce qu'il l'utilise. Ah oui, mais pour tester, il faut tester ces trois. Bon, en fait, il faut tester tout le monde. Voilà. Donc, encore une fois, si vous vraiment réfléchissez en termes de test, d'accord, de confiance que vous faites sur un objet, vous voyez que si jamais le couplage est fort, donc couplage, ça veut dire s'il y a beaucoup de communication entre les objets, si le couplage est fort, vous allez avoir encore une fois du mal à avoir confiance à un objet, vous allez avoir du mal à le tester, et donc la bonne conception orientée objet va essayer de minimiser cela. D'accord. Ok, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu. Alors du coup maintenant, vous avez compris ce que c'était qu'un objet, vous avez compris ce que c'était qu'une application orientée objet, et du coup on se pose la question, ok, donc c'est quoi les challenges? Comment on fait une bonne application orientée objet? Donc le premier challenge d'abord, ça va être d'identifier, hein, les bons objets. Donc il va falloir identifier les objets nécessaires et suffisants au déroulement de l'application. Donc vous allez devoir préciser leur rôle, d'accord, ça veut dire essentiellement leur traitement, et vous allez préciser les données, d'accord, donc pas de problème là-dessus. Enfin, il faudra préciser les communications. Donc ça, en principe, on y arrive assez rapidement, d'accord. Assez rapidement, on arrive à concevoir une application en disant voilà, j'ai compris quels sont les objets qui sont absolument nécessaires, je sais ce qu'ils vont faire, j'ai compris les données dont ils avaient besoin, etc. Et j'ai compris leur communication. Maintenant, et ça c'est le plus difficile, on va essayer de maximiser la cohérence et de minimiser le couplage. Alors maximiser la cohérence, ça veut dire quoi? C'est ce que je vais essayer d'écrire ici. Maximiser la cohérence, hop, je vais faire une grosse flèche comme ça. Maximiser la cohérence, ça veut dire, si possible, des petits objets. D'accord? Des petits objets, d'accord? Et donc, on dira une cohérence forte. Voilà.
Donc tes petits objets, forcément, ils sont cohérents. Hein. Ça veut dire qu'ils ne font pas tout et n'importe quoi. Ils font exactement et uniquement ce pour quoi ils sont faits. D'accord? Donc on va essayer de faire des petits objets pour avoir une cohérence forte. Par contre, si on minimise le couplage, d'accord? Donc ici, minimiser le couplage, là, ça veut dire que, alors c'est un couplage faible, du coup. Donc là, on veut pas ou peu, d'accord, de communication. Eh bien, vous allez voir que c'est presque opposé, ces principes. Si vous faites plein de petits objets, ils vont fortement communiquer, d'accord? Donc, si vous faites plein de petits objets, vous aurez une cohérence qui sera très bonne, mais par contre, vous allez avoir beaucoup de communication, donc vous aurez un couplage qui sera fort, et donc ce ne sera pas bon. Si au contraire, vous ne voulez pas beaucoup de communication, vous faites des gros objets, d'accord? Ouais, génial, je fais un gros objet, hein, il n'y a pas beaucoup de communication, c'est génial, le couplage est parfait, par contre, la cohérence n'est pas bonne. Donc là, c'est ça le challenge, en fait. C'est ça le challenge, ça va être de faire une conception qui soit des objets plutôt petits, mais qui ne communiquent pas beaucoup. Et vous allez voir que ça, eh ben, c'est super difficile à faire, et c'est ce qui fait que certains sont très forts, et d'autres, au contraire, ont un petit peu du mal. Bien, donc on a vu quasiment tout, hein. On a vu ce que c'était qu'un objet, hein. On a vu les concepts de base de l'objet, on a vu ce que c'était qu'une application à un objet. On a donné quelques notions de conception, donc il est temps maintenant d'illustrer tout cela sur un exemple. Alors l'exemple que je prends, c'est un exemple qui est relativement connu, c'est un jeu qui a quelques années maintenant, qui s'appelle Space Invader. Alors ce jeu, premièrement, il a le mérite d'être simple, et puis deuxièmement, il a le mérite d'être assez marrant, de bien se prêter à la conception orientée objet. Donc comment ça marche? Vous avez un vaisseau spatial qui est ici, hop, qui peut se déplacer vers la droite et vers la gauche. Et le but du jeu de ce vaisseau spatial, c'est de tuer tous les envahisseurs qui sont en haut, là qu'on voit, avant que ceux-ci n'arrivent à envahir votre territoire, hein, d'accord? Donc en fait, grosso modo, ici, le vaisseau, il doit tirer des petits missiles ici, piou, 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 voilà, pour faire exploser les envahisseurs, bam, 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 voilà, exploser, avant que les envahisseurs arrivent chez vous, quoi. Alors les envahisseurs, eux, ils se déplacent, hein, de la gauche vers la droite, ensuite ils descendent, ensuite ils vont de la droite vers la gauche, etc., etc., etc. Et puis les envahisseurs, ils peuvent tirer aussi, voilà. Donc en fait, vous êtes mort si jamais il y a un envahisseur qui, avec un de ses missiles, vous a touché. Ou vous êtes mort si jamais il y a un envahisseur, par exemple celui-là, qui a réussi à arriver chez vous. Alors on ne traitera pas ici, il y a des espèces de protections, on ne traitera pas ces protections dans cette conception. Ok, donc notre but là maintenant, c'est de construire cette application en utilisant le paradigme orienté objet. Ok? Allez, on y va. Alors, première question qu'il faut se poser, c'est, ok, très bien, quels sont les objets nécessaires pour la construction de cette application? Alors, rapidement, on se rend compte qu'il faut les envahisseurs. Ok, donc les envahisseurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent bouger, ils peuvent tirer, donc grosso modo, on a bien compris dans leur petite base de données, là, quelles sont les données dont ils ont besoin, peut-être de leur position, hein, c'est un minimum. Après, les missiles, on verra, on pourrait dire qu'il y a un nombre maximal de missiles, mais bon, on va pas trop se casser la tête. Ensuite, un autre objet, le vaisseau spatial. Le vaisseau spatial, lui, c'est pas, il peut bouger. Alors, je vous rappelle, hein, il ne bouge pas pareil, il va vers la droite et vers la gauche, et il peut tirer aussi. Ensuite, il faut gérer le lien avec l'interface graphique. On a un joueur, un utilisateur là qui va appuyer sur ses boutons pour faire bouger le vaisseau et pour tirer, d'accord? Donc, on a vu qu'on avait besoin d'un objet qui va savoir réceptionner ce genre d'événements d'utilisateur. Alors pour finir, c'est quelque chose que je n'ai pas présenté, qu'on expliquera un peu plus précisément dans les cours suivants. Il faut un objet qui va afficher tout ça sur l'écran, hein. Donc là, pour ça, j'ai mis une petite carte ici. Mais c'est un objet qui permet vraiment d'afficher, d'avoir un rendu graphique sur l'écran, un rendu graphique des envahisseurs, du vaisseau, de missiles, etc., etc. Ok, allez, on démarre notre première conception et on va s'intéresser avec la communication entre l'utilisateur et le vaisseau. Alors, avant de s'intéresser à cette communication, on va rappeler quand même qu'il y a un main, hein, et voilà, on a initialisé au début, alors j'ai mis 4 envahisseurs, c'est juste parce que c'est plus simple comme ça, un petit vaisseau, l'objet qui va gérer l'interaction avec l'utilisateur et l'objet qui va gérer l'affichage avec l'écran. Alors comment ça marche? Très simple, j'ai mon utilisateur ici, ok. Lui, il va appuyer sur ce bouton, on ne sait pas trop, je mets un petit nuage ici, on ne sait pas trop ce qui se passe, on sait qu'à un moment donné, il y a un message qui arrive vers cet objet, qui lui a sa petite main, donc il sait recevoir ce genre de petit message. Et cet objet, on lui dit grosso modo, voilà, l'utilisateur a appuyé sur le bouton pour aller à droite, l'utilisateur a appuyé sur le bouton pour aller à gauche, ou l'utilisateur a appuyé sur le bouton pour faire feu. Alors du coup, quand il reçoit ces messages, il dit au vaisseau spatial, écoute, déplace-toi vers la droite, déplace-toi vers la gauche, et une fois que le vaisseau spatial s'est déplacé, il appelle l'objet qui est responsable de l'affichage pour dire, écoute, je me suis déplacé, tu peux rafraîchir un petit peu l'écran pour montrer que maintenant je suis un peu plus sur la droite ou un peu plus sur la gauche. On verra la gestion des missiles juste après. Voilà, donc là on a une première étape de conception, alors qui marche pas trop mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déplacer le vaisseau.
Donc qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste à voir comment déplacer des envahisseurs et comment gérer les missiles, hein, que ce soit les missiles qui soient tirés par les envahisseurs ou que ce soit les missiles qui soient tirés par notre vaisseau spatial. Allez, on s'occupe maintenant de la gestion des envahisseurs. Alors comment on va faire pour gérer le mouvement des envahisseurs? Alors c'est souvent le cas, hein, quand on a une tâche à faire, on crée un nouvel objet. Voilà. Donc là ici, à moins qu'on puisse affecter ce traitement à un objet existant, mais là je ne vois pas. Donc je vais créer un nouvel objet, je vais l'appeler minuteur. Voilà, c'est mon minuteur et je vais lui donner cette petite icône, d'accord? Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Périodiquement, pourquoi pas toutes les secondes, il va faire bouger les envahisseurs. Okay, c'est son boulot, lui. Il va dire à chaque envahisseur, maintenant tu te déplaces, etc. Et voire même, c'est lui qui va créer les nouveaux envahisseurs, hein, pour rendre le jeu encore un peu plus difficile. Ok, donc il a sa petite usine, hop, il crée les envahisseurs, ok. Il fait bouger les envahisseurs, donc il enverra des messages pour dire tu te déplaces, et une fois qu'il a fait bouger les envahisseurs, il dit à l'objet qui est responsable de l'affichage, écoute, ils sont déplacés, il faut rafraîchir leur position graphique. Ok, donc voilà ma nouvelle conception, hein, qui s'est enrichie maintenant, on traite un peu plus que le vaisseau spatial. Donc on a toujours la première boucle, hein, je ne vais pas la rafficher, entre l'objet qui intercepte les commandes de l'utilisateur et le vaisseau spatial. Maintenant on a une deuxième boucle avec notre minuteur qui est ici. Okay, et ce minuteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, hop là, demander à tous les envahisseurs de se déplacer. Tac, tac. Et une fois que c'est fait, il va demander à l'objet qui gère l'affichage, okay, de rafraîchir toutes les icônes graphiques et de les mettre à leur bonne position. Voilà comment ça marche, hein, c'est pas très compliqué. Alors du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Vous l'avez tous compris, il nous reste à gérer les missiles qui montent et qui descendent. Alors comment on fait? Vous avez une petite idée? Ah, oui, on va encore construire de nouveaux objets. Alors ce que je vous propose, c'est très orienté objet, ça. On va considérer que les missiles, hein, qu'ils soient tirés, on s'en fiche, hein, par les envahisseurs ou par les vaisseaux, c'est des objets. Okay, donc en gros, ils sont créés, hein, ces missiles, par les envahisseurs ou par les vaisseaux. Donc chaque objet, que ce soit un envahisseur ou un vaisseau, a sa petite usine et va pouvoir créer des missiles. Okay, mais par contre, ils sont gérés par qui, hein, ces missiles? Une fois qu'ils ont été créés, il faut les faire descendre pour les missiles tirés par les envahisseurs, soit il faut les faire monter pour s'ils ont été créés par le vaisseau spatial. On va dire qu'ils sont gérés par le minuteur. Donc en fait, grosso modo, dès que l'envahisseur crée un missile, hop, il dit à l'envahisseur, c'est bon, j'ai créé un missile, est-ce que tu peux le gérer? Donc celui-là, on l'a compris, il va gérer leur position, il va dire ok, donc tu te déplaces, etc., périodiquement. Et puis, une fois qu'il aura déplacé tous les missiles, il demandera à l'écran de rafraîchir leur position. Mais ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il va vérifier un truc, il va vérifier qu'il n'y a pas d'explosion. Il va vérifier qu'il n'y a pas de boom, hein, d'accord, boom, ça s'écrit comment? Boom, allez hop, j'écris ça comme ça. Ok. Il va fait qu'il n'y a pas d'explosion, donc grosso modo, à chaque fois qu'il déplace un missile, il vérifie que le missile n'est pas soit sur un envahisseur s'il est tiré par le vaisseau spatial, ou soit sur le vaisseau spatial s'il est tiré d'un envahisseur. Ok. Voilà comment ça marche. Donc du coup, ça nous fait notre conception, notre conception globale. Je me suis un petit peu anticipé là, qui est ici. Donc là, on a tout, on a complètement tout. On aura une première boucle, hein, avec l'utilisateur ici qui va passer par son objet de gestion des interactions, qui va utiliser le vaisseau, qui va passer sur la carte. Okay. On aura le minuteur qui va gérer les envahisseurs. On aura les envahisseurs qui vont créer leur propre missile, ainsi que le vaisseau spatial qui va créer son propre missile. Et ensuite, les missiles seront gérés par le minuteur qui demandera à l'écran de rafraîchir ou qui traitera les explosions. Voilà, donc c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. On verra dans les cours suivants qu'on commencera à programmer ce jeu, mais c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Alors bien sûr, il y aurait d'autres alternatives et on travaillera cela lorsqu'on regardera un petit peu plus finement les notions de conception. Ok, on a fini ce premier volet de cours. Il est temps de faire une petite conclusion et de rappeler un petit peu tout ce qu'on a vu. Donc je rappelle qu'on a démarré par les principes objets. Donc on a vu qu'un objet c'était des données, des traitements et surtout une identité. On a aussi bien insisté sur la communication par message, hein, qui est vraiment le moyen qu'ont les objets pour communiquer. On a vu que c'était qu'une référence d'objet, on a vu comment on crée les objets et les différents paradigmes de suppression. Ensuite, on a expliqué ce que c'était qu'une application orientée objet, donc essentiellement c'est un ensemble d'objets. On a précisé ce que c'était qu'un main, hein, l'initialisation de l'application, un objet un peu particulier qui crée les objets nécessaires et suffisants au démarrage de l'application, et on a vu comment étaient gérées les interfaces graphiques. Enfin, on a vu un petit peu rapidement le fait que les actions utilisateurs étaient interceptées par des objets un peu particuliers. On a donné quelques éléments de conception, hein, donc conception d'un objet, responsabilité, encapsulation, et conception de plusieurs objets, donc cohérence et couplage. Pour finir, on a illustré tous ces propos sur un magnifique
Magnifique exemple, là, Space Invader, voilà, on a pu voir un petit peu que c'était pas inaccessible, je dirais, de concevoir une application. Voilà, c'est fini pour ce premier volet, et puis bah, on va pouvoir démarrer la programmation avec le deuxième volet.